pour que la femme ne soit plus jamais seule quand elle devient mère. Voilà ce pourquoi Audrey Ndjab œuvre au quotidien. Dans ce nouvel épisode, elle nous parle de son parcours et de ses convictions en nous livrant aussi une petite partie d'elle-même. Bienvenue sur le podcast Être un parent. Je m'appelle Lika Sarr et je vous propose un échange avec une personnalité inspirante, expert ou parent qui vous livrera ses ressources. Ces dernières années, je me suis spécialisée en neurosciences affectives et sociales, également en méditation de pleine conscience, la mindfulness pour ceux qui connaissent, ainsi qu'à différents outils de développement personnel. En tant qu'accompagnante parentale, la combinaison de tout ça m'offre de nombreuses pistes pour aider chaque parent à être aligné et à trouver un équilibre juste dans leur quotidien. À mon niveau, j'appelle ça le développement parental. Aujourd'hui, je reçois donc Audrey. Elle nous parle de la naissance, de sa vocation, de la façon dont son chemin s'est construit et lui a offert la possibilité de travailler au cœur de la naissance des enfants et aussi celle des parents. Que de naissance, n'est-ce pas? Aujourd'hui, fondatrice des centres Happy Mom and Baby, elle nous parle de son combat pour faire son métier dans de bonnes conditions depuis le Canada et pour accompagner librement les parents au plus près de leurs besoins. On y parle bien sûr de la reconnaissance des infirmières puéricultrices, si différentes, vous le verrez, d'un côté et de l'autre de l'Atlantique. Ce que j'apprécie chez Audrey, c'est son franc-parler, son approche sans langue de bois sur tous les sujets qui la concernent et qui nous concernent, parents. C'est sans doute ce qui plaît d'ailleurs à tous les parents qui lui font confiance au quotidien. Elle nous rappelle l'existence indiscutable du village autour des nouvelles mères et l'importance d'identifier au plus tôt les personnes et les ressources qui le constituera. Allez, je vous en dis pas plus et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Audrey. Bonjour. Je suis super contente de te recevoir aujourd'hui. Moi, ça fait plusieurs années que je te suis. On a eu l'occasion d'échanger. Je me retrouve sur beaucoup de tes valeurs et notamment des valeurs humaines. Je me retrouve sur beaucoup de tes valeurs professionnelles aussi puisqu'on partage la même passion, la périnatalité, la parentalité et ça, c'est vraiment chouette. Je ne sais pas si tous les auditeurs te connaissent. Est-ce que tu pourrais te présenter? Comment tu pourrais te présenter d'une façon complète et en même temps succincte? C'est dur, hein? Oui, c'est dur. Bon, j'ai pour habitude de préciser. Donc, je suis donc Audrey, je suis infirmière diplômée d'État donc en France, devenue clinicienne au Canada, pays où je suis expatriée depuis 6 ans. Et je suis à la tête d'un centre périnatal international en France et d'une clinique périnatale au Canada. Et je suis maman de 3 enfants. Ouais. Voilà, je pense que succinctement, on va faire comme ça pour pas aller dans les détails. Ouais, super. Ben, justement, maman de 3 enfants, tu vois, tu sais que le podcast s'appelle Être un parent. J'applique beaucoup de force au verbe être, tu vois. Et quel parent es-tu? Comment tu pourrais te décrire? Quelle maman es-tu? C'est une question qui est difficile parce que je crois que quand même, les personnes les mieux placées pour savoir quels parents nous sommes sont nos enfants. Donc à qui, alors moi ils sont grands, enfin ils sont grands, 12 ans et demi, 7 ans et demi et 3 ans et demi, donc j'ai quand même un ado dans le lot. Je pense, ce serait une question, tu vois, que je serais peut-être amenée à lui poser pour pouvoir moi y répondre, parce que je suis pas capable de me qualifier, je ne suis pas capable de qualifier quel parent je suis, je pense. Ouais, ok. C'est une question à laquelle je n'arrive pas à répondre. J'ai des aspirations, j'ai Ouais, des représentations, j'ai envie d'être un certain parent, mais voilà, je ne pourrais pas me qualifier à proprement parler de qui je suis comme parent. ok. Et comment tu te sens? Comment tu te sens dans ton positionnement de parent? Moi, je me sens à ma place. Je me Ouais, sens à ma place. Alors, ok. si on prend un peu les mots à la mode du moment, je me sens alignée. Ouais. On l'entend un peu de partout ces mots, mais Ouais, je me sens moi en fait. Je me sens complète. Je me sens moi. Je me ouais, sens à ma place en fait, tout simplement. ouais, Je suis voilà, je suis où j'ai envie d'être. À un enfant près, tu vois, peut-être un enfant de plus ne m'aurait pas gênée. ouais, Mais ouais, voilà, je suis là où j'ai envie d'être. Si on calcule, hein, 12 ans et demi, ça fait un bon moment que je suis maman. J'étais enceinte donc il y a 13 ans en arrière. Donc ouais. je ne suis pas non plus très vieille. Donc on imagine que je suis devenue maman moyennement jeune. Et j'ai tout de suite, voilà, tout de suite senti voilà, que c'était la petite pièce de puzzle qui manquait à ma vie. Ouais, ok, super. Donc, tu as fait ce métier, tu nous as dit infirmière,
puis ensuite une spécialisation. Qu'est-ce qui t'y a emmené? Ça a été quoi ton envie de départ, ton intention pour faire ce métier? Alors d'abord infirmière et puis après spécialisation, ça s'est peut-être fait en plusieurs étapes. Je sais que tu as beaucoup voyagé. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta motivation à faire ça, à prendre soin des gens déjà, je crois. Bah, c'est hyper compliqué parce que tu vois, on est aujourd'hui, on est dans une démarche où on essaye souvent Ouais, de tout comprendre, de savoir pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ouais, ça. ouais. Et je fais partie des gens qui n'ont pas vraiment de réponse à ces Ok. questions-là. C'est comme si c'était quelque chose qui était inscrit en moi Ouais, qui est venu en fait tout naturellement. Alors j'essaye moi-même parce que justement on me pose souvent cette question, donc j'essaye moi de faire des liens et de comprendre. Et plus j'essaye de comprendre et plus ça prend du sens en fait. Dans le côté où effectivement je suis pas là, je suis pas arrivée là par hasard du tout en fait. hmm, Si on regarde un petit peu, si je trace ma vie entière, en fait, a été faite autour de l'autre. Je suis née dans une famille tournée vers les autres. J'ai ouais, grandi comme ça. C'était mes représentations. C'est-à-dire que je ne savais faire que ça. Mes grands-mères accueillaient des personnes chez elles. Donc moi, je suis issue de l'immigration. Et il y avait cette espèce de solidarité, si tu veux, où à chaque fois que quelqu'un arrivait en France, que ce soit de la famille ou même du même village, tu sais, de là où elle venait, bah, elles l'accompagnaient en fait, c'est-à-dire qu'elles hmm, accompagnaient cette personne dans son arrivée en France. Et en fait, donc j'ai grandi un petit peu comme ça. Alors, étonnamment, il y avait beaucoup de femmes qui venaient, mais si tu veux, voilà, j'avais ces femmes qui venaient. euh, et puis qui restaient chez moi un temps et on s'occupait d'elles. Voilà, mes grands-mères, ma mère s'occupaient d'elles. Puis elles partaient un jour, puis je les revoyais jamais. Et tu vois, ça a été une succession en fait de personnes qui ont atterri dans ma vie que je ne connaissais pas, puis dont ouais, ma famille s'occupait. Donc c'est comme si c'était venu un peu s'inscrire bah, naturellement en fait, tu vois. ouais, Euh, Infirmière, c'est pas un métier auquel j'avais pensé parce que pour moi, infirmière, c'était les prises de sang, c'était les pansements, c'était tous ces trucs-là. Tu sais, c'était Grey's Anatomy, quoi, tu vois. hmm, Et hmm, j'aimais pas le sang. Je détestais le sang. Genre, je voyais du sang, je tournais de l'œil. Tu sais, situation d'urgence, tu vois, ça me plaisait pas. Et puis, de fil en aiguille, en fait, si tu veux, j'ai commencé à travailler auprès de l'enfant porteur de handicap parce que ma tante était moniteur éducateur et m'a placée, si tu veux, dans les boulots d'été en tant ouais, qu'animatrice. Donc, c'est le premier contact réel que j'ai eu, si tu veux, dans ce milieu un peu santé sociale. Et je me suis dit, waouh, mais j'adore ça, quoi. J'adore analyser, j'adore comprendre les comportements des enfants. J'ai vraiment adoré ça. J'avais 17 ans la première fois, puis le soir, on faisait l'évaluation de chaque enfant qu'on avait, puis j'ai vraiment adoré ça. Et donc, j'étais partie au départ pour me dire, OK, ben, moi, je sais ce que je veux faire. Je veux être éduque, je veux être psychologue chez les enfants porteurs de handicap. Tu vois, je veux faire quelque chose comme ça. Et puis, voilà, finalement, de fil en aiguille, j'ai eu beaucoup de familles brisées. Et je me suis questionnée hmm, sur ce qu'est-ce qui fait qu'une famille est brisée, qu'est-ce qui fait qu'un enfant est maltraité, qu'est-ce qui fait que un parent n'arrive pas à s'occuper correctement de son enfant. Tu vois, c'est vraiment, hmm. j'avais 18-19 ans et, c'est comme ça, en fait, finalement, si tu veux, que je me suis dit, bah non, en fait, j'ai envie de faire ça. J'ai envie d'aider ces familles-là à réparer ce lien, des fois, qui est cassé avec leur enfant. J'ai envie de les aider Ouais, à aimer leurs enfants. Tu vois, j'avais envie de ouais, ça. ouais, Voilà. ouais. Et en fait, voilà, ça a cheminé un petit peu comme ça. Et puis ma mère m'a dit, bah écoute, j'ai eu mon premier enfant donc à 23 ans. Et j'ai dit, bon, là, il faut que je fasse une animatrice, tu vois, enfin, je veux dire, salaire précaire, etc., c'est plus possible. Il faut que j'ai un diplôme, puis que, tu sais, j'ai un enfant, donc j'ai un diplôme. J'avais envie de partir à l'étranger aussi, donc il me fallait quelque chose qui Hmm, soit à la fois un métier, puis un passeport professionnel pour pouvoir partir. Donc, du coup, ma mère, qui était infirmière, m'a dit, bah, pourquoi tu fais pas infirmière? Je dis, mais maman, moi, les prises de sang et tout, c'est pas mon truc, quoi. Elle me dit, mais tu sais, il n'y a pas que ça, tu peux te spécialiser, tu peux, tu sais, justement, c'est un métier où tu peux faire plein de choses. Oui, tu vas passer par là, tu vas apprendre à faire ça, mais après, tu en feras ce que tu veux. hmm. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Ouais, Donc, voilà. ok. Et donc après, alors, il y a une petite différence quand même, on en a déjà parlé toutes les deux, mais dans la reconnaissance de la spécialisation, mais aussi de toute façon la reconnaissance de l'infirmière clinicienne, tu vois, tu nous en parles. Bon, nous Ouais. ici, tu sais, en France, parce que je rappelle aux auditeurs que tu es au Canada, nous ici en France, les infirmières puères, on galère un petit peu. Le dernier rapport des 1000 premiers jours, je ne sais pas si tu en as pris connaissance, alors c'est génial, hein, parce qu'on met en avant une période qui est vraiment, vraiment importante
mais on est un peu oublié. Je constate quand même, tu vois, une différence de considération. Comment tu l'expliques et comment tu la vis, toi? Bah, moi, je suis partie. Ouais. Non, mais comment tu vis, tu vois, la considération, tu vois, Ah bah, je la vis comment? extrêmement bien. Moi, je suis complètement Ouais, épanouie dans mon boulot. J'ai pu ouais, entreprendre, j'ai pu ouais, créer mes cliniques. ouais. J'ai pu, voilà, je veux dire, je suis, comme je dis, je suis à Librement. ma Ouais. complètement, Mm. complètement. Et c'est quelque chose, si tu veux, qui est, comment dire, euh, comment expliquer Bon, moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup gênée, d'accord? Je vais être vraiment transparente. Il y a quelque chose qui m'a toujours beaucoup, beaucoup gênée quand j'ai travaillé à l'hôpital en tant qu'infirmière, c'est ce côté, on dit, en bon québécois, on va dire ce côté chialage permanent. Ok. Oui. Mm. Je comprenais pas comment on pouvait se plaindre toute la journée de nos conditions de travail sans faire en sorte qu'elles changent, à part aller manifester. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire, je me disais, ok, bon, à un moment donné, on se plaint toute la journée, on n'aime pas nos conditions, et patati et patata, et puis on n'est pas payé, et puis on n'est pas ci, et puis nos horaires. Tu sais, ça me prenait la tête, mais d'une manière impressionnante. Et je me disais, mais comment est-ce qu'on peut passer sa vie à se plaindre, à chialer tout le temps autour d'un métier et ne pas provoquer le changement? À un moment Ouais. donné, voilà, on prend le taureau par les cornes et on le provoque, le changement, d'accord? Et Ouais. donc voilà, c'est ça. Donc je me suis dit, ok, bon, moi ça me plaît pas. C'est pas mon délire, c'est pas mon délire de me plaindre toute la journée. Je déteste ça. Moi, j'ai démissionné à chaque fois que j'ai senti qu'on allait trop loin dans la façon dont on me traitait. J'ai eu des situations très très compliquées en tant qu'infirmière. Je faisais infirmière fonction puère la nuit et j'ai eu des mises en situation. Enfin, j'ai été confrontée à des choses qui m'ont dit non non non, mais moi c'est pas leur mauvaise gestion qui va me faire perdre mon diplôme. Je suis Ouais. partie à menacer la DRH, à me dire vous me libérez de mon CDD. Voilà, enfin bref, tu sais, je veux dire, j'ai Mm. tapé du poing sur la Mm. table. Et donc, après, comme je dis, c'est un caractère. J'ai dit ok, je me suis renseignée sur qu'est-ce qu'il était possible de faire dans cette profession. Il y a beaucoup de gens qui la connaissent très mal, cette profession, déjà. Aujourd'hui, travailler en convention avec la sécurité sociale, ce n'est pas une obligation. Mm. D'accord? Ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une infirmière peut très bien, si la nomenclature ne reconnaît pas un de ses actes, et Dieu sait qu'il y en a d'autres, hein, enlever des bas de contention, c'est pas reconnu, hein, c'est les patients payent, mettre des gouttes dans les yeux, les patients payent, etc. Donc maintenant, c'est à nous peut-être de provoquer le changement. Donc moi, je me suis dit, bon, moi je suis partie parce que j'avais des envies de partir aussi. Ça veut dire, Mm. c'était Mm. indépendamment de ce métier-là, j'avais besoin, moi, de vivre à l'étranger. C'était un souhait et un rêve que j'avais depuis très petite. Euh, mais par contre, je me suis dit, ok, je suis partie, je suis bien, voilà, j'ai créé mon truc et tout, mais j'oublie pas mon pays. J'oublie pas que j'ai aussi quelque chose à faire en France. Et donc, je me suis renseignée énormément sur comment je pouvais pratiquer en libéral, mais sans convention sécurité sociale. Et là, j'ai découvert qu'on pouvait travailler hors convention sécurité sociale. Et donc, Bien sûr. j'ai créé mon centre hors convention sécurité sociale. Point, en fait. Ouais. Aujourd'hui, je crée mes propres conditions de travail. Oui, effectivement, les patients payent de leur poche les soins, mais ils payent les soins publics de leur poche aussi. C'est comme s'ils augmentaient un peu leurs cotisations mensuelles qui sont retirées sur leur salaire tous les mois et qui participaient, si tu veux, bah, à l'évolution et au changement. Maintenant, bien sûr qu'au fond de moi, je me dis, j'espère qu'un jour, on reconnaisse Mm. cette place. On la reconnaît, cette place, c'est juste qu'on ne la prend pas. Moi, c'est mon avis à moi, il est là. De Il s'imposer est un qu'on ne peu la plus, prend pas. finalement. Ouais. Exactement, Ouais. Ouais. exactement. De Ouais. prendre cette place. Parce qu'elle Ouais. existe. Elle existe sur les papiers, elle existe. Dans la nomenclature, elle y est. Dans le champ de compétences, elle y est de partout. Mais on est Ouais. conditionné par un système de santé publique qui est magnifique. D'accord? Je ne critique pas ce service de Mm. santé publique. Mais il s'essouffle. Il suffoque le service de santé publique. Et donc, à un moment donné, bah, si on ne provoque pas le changement et la prise de conscience finalement de l'État de se dire, bah attends, bah, y a trop de privés, il faut qu'on fasse quelque chose, bah, voilà, Ouais. pourquoi pas, d'accord? Et Ouais. si tu veux, qu'est-ce qui a donné cette impulsion? C'est quand même le fait que je parte au Canada et qu'il y a une seule et même façon de pratiquer dans le privé, c'est hors convention, d'accord? Il n'y a pas Mm. de convention Mm. ici, c'est-à-dire que soit tu travailles à l'hôpital, les soins sont remboursés par la RAMQ, soit tu fais en pratique privée et dans ces cas-là, bah, les patients, ils payent leurs soins en Paye fait. de leur poche, ouais. Mm. Exactement. Mm. Maintenant, je me dis aujourd'hui, on est capable de payer tellement de choses, pourquoi Ouais. pas sa santé? Ouais. Ouais. Un Voilà. accompagnement juste, bien sûr, ouais. Tu Après, prends c'est le des temps. mentalités à changer aussi, et ça Bah prend un peu de temps écoute, de dire. Ouais. je pense que les mentalités sont prêtes parce que tu sais, je veux dire qu'aujourd'hui, moi je prends toujours, on prend pour acquis un système de santé publique, encore je le répète, qui est très bien,
qui a ses limites. Si nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, on est capable, je sais pas moi, je veux dire, d'acheter des télés à 1500 balles, d'acheter des iPhones à je ne sais pas combien, d'acheter des baskets qui sont... Enfin, bah, à quel moment on n'est pas capable de payer 70 ou 80 euros une consultation pour le bien-être, pour sa santé? Ouais. D'accord. Mais encore Ouais, ouais. faut-il comprendre que la santé, c'est pas qu'une jambe cassée. La santé, c'est pas que un mal de ventre. La santé, c'est physique, c'est psychique, c'est tout ce qu'il y a autour. En fait, la santé paramédicale, elle existe. Et la santé, c'est pas que être malade, en fait. La santé, Ouais. c'est aussi prévenir. La santé, c'est aussi promouvoir. La santé, c'est aussi informer. C'est tout ça, la santé. Et c'est ça dont on doit prendre conscience, je pense. Tu vois, plutôt Ouais. que payer, parce que les gens, je veux dire, ils payent leurs soins au final. C'est pas remboursé, mais je veux dire, aujourd'hui, on a quand Bien même sûr. voilà, 150 à 200 patients par mois au niveau du centre en France. Les gens sont prêts à ça pour avoir des réponses, pour être pris en charge. C'est pas 15 minutes dans un cabinet que tu passes, c'est 1 heure que tu passes avec une professionnelle. Donc, t'en ressors plus confiant, t'en ressors informé, t'en ressors avec une santé prévenue, promue, t'en ressors gagnant en fait, au Bien final. sûr. Ouais. Ouais. Donc, Ouais. c'est juste cette prise de conscience qu'il faut prendre conscience que la santé, elle n'est pas que physique. C'est surtout ça. Clairement. Je pense que c'est à toutes les étapes de la vie. Alors toi, ton credo, il se concentre particulièrement sur la maternité, la parentalité. J'aime bien la phrase que la femme, pour que la femme ne soit plus jamais seule quand elle devient mère. J'aime beaucoup cette citation qui vient de toi. Et finalement, de mettre en place tous ces accompagnements. Alors je sais que tu as des équipes pluridisciplinaires qui t'accompagnent finalement pour que les parents, la maman, soient pris en charge d'une façon intégrale. Euh, Complètement. le postpartum, enfin, là dans la citation que je viens de donner, c'est aussi le concept de village. J'en parle beaucoup de l'importance de pouvoir. Enfin, l'importance et l'ineptie, enfin, c'est trop. C'est bizarre de penser qu'on puisse donner la vie seule, tu sais. Mais n'empêche que dans nos sociétés aujourd'hui, c'est peut-être de plus en enfin, c'est quand même assez répandu. Et je crois vraiment que c'est en mettant autant d'énergie que tu en mets qu'on va pouvoir reconnaître que c'est pas normal. C'est pas une Mhm. évidence. Comment tu construis ça? Comment tu construis ce village? Concrètement, dans quelle mentalité, avec quelle valeur? Moi, je pense que le village, il se construit dès la grossesse. Ouais, Je pense que dès qu'on est enceinte, on construit son village. Je pense ouais. que de façon naturelle, de façon physiologique, chaque étape d'une vie crée un village. D'accord. Mm. C'est-à-dire que la grossesse est une étape dans une vie, est un processus physiologique comme l'adolescence, comme plein d'autres choses en fait. D'accord. C'est-à-dire c'est un état physiologique par lequel on passe qui va nous amener à autre chose. Donc en fait, Mm. quand on est enceinte, on est dans un état physiologique qui va nous ajouter un rôle en fait à notre vie, celui de mère. Donc on reste femme, on devient mère, mais on ajoute quelque chose. Chaque processus physiologique de changement d'état finalement ne se vit jamais seul. Mm. Et on voit que n'importe quel changement de processus physiologique d'un état qui se vit seul est dramatique. Un adolescent qui passe une crise d'adolescence tout seul, sans repère, sans limite, sans parents, c'est dramatique. Euh, Quelqu'un qui passe des étapes d'une vie, je veux dire, qui traverse une maladie, par exemple, seul, c'est dramatique. La maternité n'est pas épargnée par ça, d'accord. C'est un bouleversement physique, psychique, réellement, je veux dire, scientifiquement, on ne peut pas dire le contraire. On ne peut pas Mm. dire que la grossesse ne chamboule pas physiquement quelqu'un, mentalement quelqu'un. C'est Mm. scientifique, on ne peut pas dire le contraire. Ce changement a un impact sur la vie psychique d'une femme, d'un homme, d'un enfant. Je veux dire, elle a un impact sur plein de monde. À quel moment, si tu veux, le village se construit et l'intérêt de ce fameux village, c'est dès la grossesse. Dès la grossesse, qu'est-ce qui va se passer? On va tout de suite identifier, et comme dans chaque changement d'état, d'accord, on va identifier les personnes qui vont être un petit peu des valeurs sûres et les personnes Ouais, qui vont disparaître de notre vie. Et le ouais, village, il débute maintenant, en fait. Il débute quand tu es ouais. enceinte. Tu vas identifier, moi c'est ce que je conseille et c'est ce que j'écris d'ailleurs, parce que j'ai un livre qui va sortir dans lequel je parle de ça. On va identifier qui va être un facteur aidant, qui va être un aidant dans ce passage-là, puis qui va disparaître de ma vie, Ouais. ben, ça va se faire en fait pendant la grossesse. Et ce qui fait qu'en identifiant déjà en amont qui sera une valeur forte et qui sera le maillon faible, et ben on va, quand on aura préparé psychiquement, si tu veux, ce changement-là, et quand on va vivre un petit peu la vague du postpartum et le bouleversement, la perturbation du postpartum qui est inévitable, voilà, Mm. pour
personne ne peut l'éviter, eh bien, on aura identifié ces personnes ressources. Donc déjà, on pourra faire appel à elles en disant, OK, toi, je t'ai identifié comme personne ressource, j'ai besoin de toi là. J'ai besoin de Ouais. toi là parce que là, j'ai besoin d'être accompagnée. Et pour moi, ce village, il prend tout son sens au postpartum, mais il se construit bien avant le postpartum. Ouais. Pour moi, c'est très important. Ouais. Et malheureusement, l'isolement, et en plus on est dans un contexte actuel où l'isolement est majoré à cause du Covid Mm. et de la pandémie, euh, n'est pas du tout un facteur favorisant le bien-être psychique et physique d'une maman qui change d'état en fait. Mais je te Ouais. dirais que Ouais. y a pas, on parle de la maternité, mais il n'y a pas que la maternité, si tu veux, qui est perturbée de cet isolement-là. Bien Tu sais, sûr. je prends souvent un exemple, le mariage. Quand tu passes du coup de femme célibataire à femme mariée, donc tu te maries, il y a des gens qui restent, puis il y a des gens qui partent. Chaque changement d'état, c'est pour ça que j'insiste vraiment sur chaque Mm. changement d'état, Mm. fais le tri un petit peu dans des personnes qui sont autour de toi. Puis il y a des personnes qui vont être ressources, puis il y a des personnes qui vont te sentir, qui vont te faire te sentir pas bien, mal à Ouais. l'aise, qui Ouais. vont venir freiner un petit peu cette sérénité que l'on mérite finalement juste en tant qu'être Ouais. humain. Et ces personnes-là, bah, malheureusement, il faut s'autoriser à les faire sortir de sa vie et Ouais. garder que les personnes qui vont nous aider à, à passer au travers de cette maternité, en fait. Ouais. Finalement, ça redistribue les cartes à un moment Complètement. Complètement. important de sa vie. Ouais. Complètement. Et tu sais, je crois que tu le sais, je suis spécialisée en burn-out parental et même dans la construction même de la fratrie. Enfin, on se rend compte que même au fur et à mesure qu'on a des enfants, bah, quand on a 2 enfants, quand on a 3 enfants, quand on a 4 enfants, même l'entourage là a un impact sur le regard Complètement. qu'on porte sur soi-même, de pouvoir s'identifier à son entourage, de pouvoir, tu vois, parce que finalement, j'ai 3 enfants, si je ne fréquente que des parents qui ont un seul enfant ou pas d'enfant, tu vois, ça peut aussi être difficile à porter pour moi, difficile à, enfin, tu vois, pas être si soutenant pour moi dans mon village, Mais et, bien sûr. et donc contribuer à avoir des conséquences sur mon moral, mon épuisement, ouais, ouais, Mais c'est bien sûr. important. Tu Mm. sais, personnellement, j'ai 3 enfants aussi. Ouais, La naissance du troisième a aussi fait énormément de tri. ouais, D'accord. ouais, ouais, ouais. Je vois bien, si tu veux, qu'on est beaucoup moins invité, Mm. qu'on est beaucoup moins approché aussi. Bien sûr. Voilà, je veux dire, on passe de 4 à 5 personnes, c'est une personne de plus. Enfin, je sais pas après quels sont les critères des gens, si tu veux, qui sont peut-être complètement implicites, inconscients, Oui, ouais, ouais, je mais, pense. mais on le ressent. Je trouve que plus la fratrie, effectivement, s'agrandit, plus tu es isolé, en fait. Et alors, Mm, mm. entreprends par-dessus ça, c'est foutu, tu es complètement toute seule. Donc, Clairement. Oh là là. voilà, Un ovni. exactement, un ovni. Et quand tu deviens mère, eh ben pour certaines personnes, déjà juste au premier enfant, tu es un ovni en fait. Euh, Ouais. Moi, j'ai vécu ça personnellement. Donc c'est aussi, si tu veux, mon parcours personnel n'est absolument pas dissocié de mon parcours professionnel. Ouais. C'est une force, enfin c'est une force. Sur le moment, si tu veux, tu le vis pas vraiment comme une force, mais Mm, d'avoir donné la vie relativement jeune, d'avoir été une maman monoparentale, d'avoir mm, reconstruit ma vie avec quelqu'un. Enfin, tu vois, je suis passée par plusieurs étapes qui m'ont mis de côté, en fait, qui m'ont marginalisée par rapport à la norme, on va dire. ouais, Donc, ouais, je sais ce que ouais, c'est que d'être toute seule. Tu vois, je sais ce ouais, que c'est que d'être toute seule. ouais, Je sais ce que c'est aussi d'avoir son village sur lequel tu peux compter, le ouais. noyau sûr, on va dire, qui sera toujours là. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui aussi, bah, je disais tout à l'heure, je suis à ma place. Oui, mais c'est parce que j'ai vécu un certain parcours où moi, j'ai jamais été seule dans mes maternités. Mm, Jamais. Donc les maternités sont toujours venues comme un levier de puissance en fait pour moi. Pour moi, ça a été chaque enfant est venu apporter une puissance particulière à ma vie de femme en fait, m'a ouais, propulsée à un étage plus haut encore. Chaque enfant est venu donner ça, cette impulsion là. ouais, Mais parce que voilà, parce que mon village il est là en fait, il est sûr, il est là et je me suis jamais sentie seule, jamais. ouais. Pourtant j'ai mis au monde un enfant toute seule. Hein. Mon premier enfant, c'était mon petit frère qui était là, qui m'a aidé, enfin qui a coupé le cordon de mon fils. Donc j'ai donné, c'est lui qui était à l'accouchement, j'étais toute seule. Et si tu veux, bah, j'étais seule, quoi. Je veux dire, enfin j'avais mon frère, mais après j'étais seule chez moi. Enfin, je veux dire, j'ai l'allaitement toute seule, nuit toute seule. Enfin, j'étais seule. Et pourtant, voilà, j'avais des personnes relais et ressources très importantes qui ont permis que, si tu veux, ça ne vienne pas détruire mon rapport à la maternité. Oui, ça me touche beaucoup parce que je trouve beaucoup d'éléments similaires avec mon histoire à moi, tu vois. Et l'impulsion dont tu parles, ça me parle aussi beaucoup. Et ce qui est fort, c'est qu'à chaque fois, c'est une nouvelle impulsion, mais c'est une impulsion différente, comme si, tu vois, ça envoie
encore une autre direction du feu, tu sais. C'est Exactement, cette image que exactement. j'imagine. Ouais. C'est ça. Moi, premier enfant, je reprends mes études d'infirmière. Deuxième enfant, je travaillais dans un foyer pour enfants en situation de maltraitance, de vulnérabilité. J'ai participé à la création d'un centre maternel et infantile. Donc, deuxième enfant, recrutement, on s'en va à l'étranger. Et troisième enfant, la naissance du centre. Voilà. Ah Donc, tu ouais, sais, ouais, chaque ouais. enfant voilà, est venu donner Transformation. complètement, complètement, Ouais. une impulsion. Voilà. Et ils font partie, si tu veux, de tous mes projets professionnels. Quoi. Voilà, ils sont impliqués dans tout. Voilà, je veux dire, ce sont des projets familiaux. Voilà, pour moi, ma famille n'est pas Clairement. dissociée de tout ce que je fais dans ma vie. Ouais, clairement. Et puis ce que j'apprécie aussi beaucoup chez toi, et je pense vraiment que c'est ce qui se ressent quand on fait appel à ton accompagnement, c'est que tu transpires d'humanité, enfin, tu vois, d'humanité, tu le fais avec tes tripes, quoi, tu vois. Et je pense vraiment que quand on a ces fonctions de prendre en soin, parce que tu prends en soin toute une séquence de vie, tu vois. Et du coup, faut donner de tout ce qu'on est, et tu le fais avec beaucoup de spontanéité, d'authenticité, d'humanité. Et je te remercie beaucoup parce que je me sens bien représentée, tu sais, dit l'infirmière puère derrière derrière l'écran. Mais en tout cas, Tu sais, je le dis, hein, ouais. je dis souvent, on parle de moi, mais euh, pour moi, je représente un corps de métier. Je ne Ouais, suis pas unique, si tu veux, dans ce que je ouais, fais. Oui, je le fais, je suis ouais. représentée parce que bah, je suis médiatisée et Mm. compagnie, parce que je veux dire, j'ai travaillé en ce sens aussi. Mais c'est tout un corps de métier que je porte, en fait. Ouais, Et si tu veux, depuis et ça 4 sent. ans, voilà, 3-4 ans que j'ai créé ça, euh, voilà, le nombre d'infirmières puères qui viennent m'écrire, en fait, et à qui j'ai donné cette impulsion, en fait, Mm, derrière. mm, mm, mm. Mais pour moi, c'est énorme. En fait, c'est comme si j'avais Ouais. enlevé la poussière, tu vois, et j'avais ouvert la porte. Et au final, je l'ai fait depuis un autre pays. Je pense que si j'étais restée En en France, plus, ça aurait été plus compliqué pour moi. Mais mm, ça m'a donné, si tu veux, voilà. En gros, j'ai pris le flambeau, tu vois, c'est moi qui suis au combat, puis derrière, il y a toute une armée ouais. qui est là. Et c'est ce que je ressens, en fait. Je suis portée vraiment par cette vocation que partagent de nombreuses personnes. Ouais, ouais, Donc ouais, c'est vraiment, voilà, complètement. je fais partie, voilà, c'est pas un hashtag qui me permet de militer ou d'être machin, non, c'est vraiment, je fais partie d'un corps de métier, j'ai signé pour ça, et je représente des milliers de personnes qui ont aussi cette vocation-là, Ouais, et qui ont envie, elles aussi, de changer les choses, et finalement, ça prend toujours, tu sais, une impulsion, et peut-être que c'est moi qui l'ai donné, et du coup, ça me, voilà, c'est pour ça que je me sens en clairement. plus à ma place, quoi, parce que ça, Ouais. voilà, Et de le faire avec beaucoup de générosité parce qu'on sent bien que c'est fait pour être partagé. Donc c'est super. c'est ça, Ouais, exactement. ouais. Avant de nous quitter, je vais te poser je pose toujours une petite question, enfin souvent cette question. Est-ce que tu vois un thème qui pourrait être abordé sur le podcast Être un parent ou un invité ou un thème en particulier est-ce que tu penses à quelque chose qu'on pourrait aborder? Moi, je crois que je vois des choses qui me dérangent beaucoup sur cette espèce de clivage, de guéguerre, je ne sais pas comment on peut appeler ça, sur tout ce qui va être éducation. Ouais. C'est quelque chose qui me pose énormément de questions, cette espèce de bagarre qu'il peut y avoir entre éducation bienveillante, éducation positive, éducation Hmm. je sais pas quoi, éducation je sais pas quoi. Tu vois, enfin, toute cette espèce de partage qui sont complètement infondés, alors que les choses sont très très simples. Tu vois, un sujet Bien sur sûr. ça, Ouais, parce que ouais, je trouve que voilà, il commence, tu sais, il y a de plus en plus de monde sur les réseaux sociaux, ouais, donc de plus en plus d'avis divergents ouais. et qui sont propices en fait, si tu veux, à des conflits de groupes de parents. Moi, ça me gêne énormément. Ouais. Voilà, je pense que On s'éloigne ben, on de s'éloigne du truc l'important. en fait. Ben, c'est Ouais, ça, parce que ouais, ouais, je trouve ces débats futiles, ouais, comme beaucoup d'ailleurs, mais ouais, un sujet là-dessus pour vraiment ouais. poser vraiment les choses. Récemment, on m'a demandé c'est quoi ton approche avec tes enfants, et je leur ai dit mais en fait j'ai pas d'approche les gars, quoi. J'ai pas Ouais. d'approche, j'ai mon approche. Je vais prendre des informations, bah en même temps je suis professionnelle donc les informations je les ai eues, mais Tu le je vais lire sens des presque comment choses, voilà, ouais, ben c'est ça. ouais, Mais ma ouais, première approche c'est celle qu'on m'a transmise.
c'est celle qu'on m'a transmise en fait. C'est ma propre éducation à moi, c'est l'éducation de mon mari. Ma première approche, c'est celle-là. Je prends ce que j'ai aimé de ce que j'ai reçu, puis je laisse ce que je n'ai pas aimé. Pareil pour mon mari, on prend ce que lui a reçu, qu'il a apprécié recevoir et qui pense lui a servi dans sa vie, puis on laisse ce qui lui a desservi et on fait un mix de tout ça et on transmet à notre tour. On peut aller lire, on peut s'inspirer de choses, on peut prendre en considération les dernières recherches, qu'on peut avancer, qu'on peut... Mais je pense qu'avant d'aller chercher dans des milliers de livres et des milliers de courants et des milliers de pédagogies, cherchez en vous, en fait, déjà ce que vous avez envie de reproduire et de ne pas reproduire. Et du coup, c'est pour ça que les choses sont très simples et j'ai l'impression qu'on les complique et que ça amène des espèces de dérives, conflits. Et ça me déplaît fortement. Donc peut-être un sujet comme ça, ce serait... Mais tu vois, comme tu l'exprimes, moi, je crois que ça passe quand même par la case analyse, parce que tu vois, comme tu dis, je prends et puis je rejette. Et peut-être que parfois, il y a cette flemme, entre guillemets, tu vois, parce que c'est plus simple d'aller prendre quelque chose un plat tout prêt à l'extérieur, tu vois, que d'aller chercher sa recette. Je prends, je laisse. Et c'est peut-être ça le mal. Ouais. Donc, il y a de quoi dire, ouais, c'est clair. Il y a de quoi dire, en fait. Voilà, faut pas oublier que devenir parent... chaque changement d'état, puis la maternité, devenir parent, la parentalité, c'est quand même un voyage que l'on fait à l'intérieur de soi avant tout. Et ce voyage, on emmène notre enfant avec et on lui fait voir les belles choses de ce voyage. Donc en fait, voilà, n'oubliez pas que vous voyagez en fait à l'intérieur de vous. Quand vous devenez mère, quand vous devenez père, vous faites un voyage, une introspection vraiment de vous-même en fait. Et finalement, cet enfant, il y a cette transmission que vous allez lui donner avec vos propres représentations, parce que je te dis n'importe quoi, mais moi, admettons un concept Montessori, admettons, d'accord, en plus c'est une pédagogie, les gens mélangent tout. Une pédagogie, c'est une façon d'accompagner des gens, donc là, c'est des enfants, mets ça dans un pays, donc on va avoir accès aux informations, tu mets ça dans un pays qui est encore dans une éducation un peu très autoritaire, et tu mets ça, mais c'est boum, quoi. Tu vois. Et du coup, ça donne des incompréhensions, ça donne des conflits. Non, mais moi j'ai lu ça, c'est mieux ça. Moi j'ai lu que si je faisais ça, mon enfant serait heureux. Mais non, tu sais, je veux dire, c'est pas ça qu'on veut te dire en fait, tu vois. Donc voilà, peut-être un sujet là-dessus. Et de revenir sur la nature et tout simplement sur qu'est-ce qu'on a à l'intérieur. On est capable d'éduquer sans des livres en fait, tu vois. Les livres ça inspire, les livres ça questionne, ça éveille, ça met des petites lumières, ça met des petites pistes, mais c'est pas des préceptes, je veux dire, c'est pas une secte l'éducation quoi. C'est pas une secte. Avant tout, vous avez toutes les clés à l'intérieur de vous quoi. Donc c'est ça. Donc voilà. Super. Merci infiniment Audrey. Super. Merci à toi. C'est top. Et puis à très bientôt. Je te remercie. Merci. Je t'embrasse. À bientôt. Bye bye. À bientôt. Passionnant, n'est-ce pas? Le ton d'Audrey me plaît. Elle fait ressentir sa force et sa dignité et je trouve cela si rassurant de la voir dans son propre village, non? Si vous êtes arrivé au bout de cet épisode, partagez avec moi, vous aussi, votre point de vue. Au sein des centres Happy Mom and Baby, Audrey accompagne les parents sur différents sujets et spécifiquement sur le sommeil du jeune enfant et la période du postpartum. N'hésitez pas à la contacter si vous avez des besoins dans ces domaines. Je vous indique dans les commentaires et descriptifs de cet épisode tous les liens pour la contacter, son site internet et sa page Instagram. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur la page Parentalité Pleine Conscience et Être un parent. Et n'hésitez pas non plus à échanger avec moi en partageant vos ressentis suite à l'écoute de cet échange. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.